La routine te frappe. Ouais, vraiment. Comme un coup en pleine face. Et si on prenait le temps de s'arrêter et de jaser, oh, la récré. Un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux, présenté par Mélissa Lévesque. Re-bienvenue à la récré. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode solo parce que dans les premiers épisodes de la récré, je vous ai parlé de créativité, je vous ai parlé de projets d'écriture. Puis, dans l'épisode de la semaine dernière avec Andréane Brunet, j'ai mentionné le fait que j'étais en train d'écrire un roman. J'en avais déjà parlé un peu aussi ici et là, mais là, je l'ai vraiment nommé de façon claire. On en a discuté ensemble. Puis, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en jaser ici parce que pour moi, la récré, c'est, tu sais, je le dis toujours, c'est un podcast sérieux pour les adultes qui se prennent pas au sérieux. C'est pour infuser du plaisir dans son quotidien. Puis pour moi, le plaisir, puis pas se prendre au sérieux et tout ça, ça passe beaucoup par la créativité, étant une personne créative de nature. Puis je pense que c'est aussi le canal de plaisir de plusieurs personnes, la créativité. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous parler de ce roman-là, mais pas que, dans le sens où je veux vous parler du projet de roman, je veux vous parler du processus d'écriture, mais je veux aussi vous parler de mon historique par rapport à l'écriture de fiction, parce que si vous me connaissez un peu, vous savez peut-être qu'en juin 2024, j'ai publié mon premier livre qui n'est pas un roman, qui est un recueil de réflexions en lien avec le mode de vie des femmes entrepreneurs. Mais j'écris de la fiction depuis toujours, puis ce n'est que là, présentement, que j'ai vraiment un vrai projet sérieux, puis j'ai envie de vous en parler. Donc, je me lance en vous parlant d'abord de mon historique de vie quant à l'écriture de fiction. C'est drôle parce que ça date du moment où j'ai su écrire, puis même que je me souviens qu'avant de savoir écrire, j'avais hâte de savoir écrire pour pouvoir écrire des histoires, comme peut-être plusieurs enfants, je sais pas. Moi, j'avais l'impression que c'était le cas de tous les enfants, mais peut-être que c'était spécifique pour la petite Milly que j'étais. Mais j'ai toujours adoré écrire. J'ai toujours eu aussi une facilité à le faire, à bien le faire, entre guillemets, dans le sens où j'avais pas de difficulté au niveau de la grammaire, de l'orthographe, la syntaxe à l'école, puis je le dis sans prétention, là, mais au primaire, c'est arrivé que j'étais exemptée de certaines dictées du vendredi parce que, un peu en privilège, parce que j'avais généralement des très bonnes notes à ce niveau-là. Puis, les moments où j'étais exemptée de ces activités-là, comme si une dictée, c'était une activité, mais de ces trucs-là obligatoires pour les autres élèves, ben, la seule condition, c'était que moi, je m'occupe par moi-même puis que je fasse quelque chose, évidemment, d'éducatif. Et ben moi, j'utilisais ce temps-là pour écrire des histoires. Tous les contextes étaient bons, là. Tu sais, dans les périodes, je me souviens, en 4e année, il y avait une période qui s'appelait... je sais pas comment elle s'appelait en fait, mais c'était comme un peu... C'était pas une période libre dans le sens où on n'était pas en train de jouer ou de faire plein de trucs pas éducatifs nécessairement. Mais je pense que c'était comme une période pour faire des trucs créatifs, mais qui n'étaient pas de l'art plastique. Bref, je sais pas c'était quoi, mais je sais qu'en 4e année, une fois par 9 jours, ça revenait. Puis moi, c'est le moment que je prenais pour écrire. Et je me souviens très bien du petit duotang que j'avais, un beau duotang mauve avec rempli de feuilles de cartable. Puis je me rappelle, j'avais écrit une histoire. Puis mon histoire durait une 20aine de pages. Puis ma prof m'avait dit, c'est vraiment cool, bravo, mais je peux pas corriger une histoire de 20 pages, parce que si je corrige une histoire de 20 pages pour toi, il va falloir que je corrige une histoire de 20 pages pour chacun des élèves, ce qui fait absolument aucun sens. Donc, elle n'avait pas corrigé, mais elle l'avait lu, puis je me souviens encore de cette histoire-là. Là, c'était l'histoire d'une petite fille qui, pour une raison que je me souviens plus exactement, restait prise dans un centre commercial pendant toute une nuit. Puis il arrivait plein de choses dans le centre commercial jusqu'à ce qu'elle puisse sortir le lendemain matin à l'ouverture des magasins. Donc, c'était ça. Une des premières histoires que je me souviens. J'étais en 4e année, puis c'est cette histoire-là. Puis je pense qu'elle est marquante
peut-être par le sujet, mais surtout par le fait que c'était une longue histoire. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des histoires très courtes. Tu sais, quand on avait comme devoir d'écrire une histoire ou comme examen d'écriture, fallait écrire une histoire, ben tu sais, c'était, je sais pas, 250 mots au primaire, je sais, j'ai aucune idée, mais tu sais, c'était très court. Mais là, étant donné que c'était vraiment un projet personnel qui avait rien à voir avec les projets d'écriture de l'école, tu sais, je m'étais permis d'avoir vraiment une histoire un peu plus similaire au roman que je lisais, parce que ça aussi, je pense que c'est important de le dire, mais non seulement j'ai toujours été passionnée d'écrire des histoires, mais j'ai toujours été passionnée de lecture. J'ai toujours lu énormément, j'ai toujours eu de la facilité à lire, j'ai un rythme de lecture qui est assez rapide, puis ça, c'est pas quelque chose que je dis en me vantant de « Waouh, je lis vite », c'est vraiment pas comme un flex, mais c'est juste un fait qui explique pourquoi je lis autant de livres, parce que souvent, quand je dis aux gens autour de moi que je lis une centaine de livres par année, il y a des gens qui sont comme « Mais comment est-ce possible? » Puis c'est possible parce que j'ai un bon rythme de lecture, je lis relativement rapidement, par défaut, là, j'ai rien fait pour ça, c'est comme ça que ça se passe de mon côté. Puis aussi, il y a beaucoup d'activités que je fais pas, que les gens normaux font, genre j'écoute pas de séries, je joue pas à des jeux vidéo, tu sais, il y a rien de tout ça que je fais, donc pour moi, c'est du temps que je prends pour lire à la place. Donc ça, c'est la petite parenthèse lecture, juste pour dire que c'est sûr que le fait de lire beaucoup m'inspirait énormément à écrire mes propres histoires, puis ça a toujours été le cas. J'ai jamais cherché à reproduire ce que j'avais lu, mais nécessairement, ça venait me nourrir, puis ça venait aussi m'outiller sans que je m'en rende compte par rapport à comment on écrit une bonne histoire, à formuler des phrases qui sont relativement courtes mais punchées, d'avoir une structure aussi. Tu sais, tout ce qu'on apprenait au primaire, je crois, au primaire, secondaire, bref, la structure, là, d'avoir une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties. Mais inconsciemment, moi, quand j'écris, je le fais sans me poser de questions parce que je lis tellement que c'est comme sans nommer que ce que je lis ou ce que j'écris, c'est un élément déclencheur. Intuitivement, je le sais. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment facilitant d'être une grande lectrice autant qu'une grande, j'allais dire, écrivaine. Quelqu'un qui écrit de la fiction, disons-le comme ça. Puis, ça m'a vraiment suivi là, longtemps. Au secondaire, à la maison, j'avais un méga cartable, genre 2 pouces, là. C'est ça le plus gros? Genre 2-3 pouces, rouge, dans lequel j'écrivais pratiquement tous les jours. Des fois, c'était un peu à la journaling, journal intime, mais très souvent, c'était des histoires très courtes, genre de nouvelles, si on veut, juste parce que ça me faisait du bien, des fois, de raconter quelque chose que j'avais vécu, mais en l'intégrant dans une histoire. Puis ça aussi, j'ai vraiment un bon exemple de ça qui est marquant pour moi. Pendant une partie de mon secondaire, j'ai eu une amitié avec une personne qui était extrêmement toxique, qui était je dis plutôt difficile. Je me rendais pas compte que c'était une relation qui était problématique. C'est vraiment avec le recul que je m'en suis rendu compte. Puis, inconsciemment, je ressentais le besoin d'écrire à propos de ça. Donc oui, de temps en temps, j'écrivais vraiment cette personne-là a fait telle chose et j'ai pas aimé ça, ou des trucs vraiment très factuels. Mais les moments où ça a été le plus révélateur puis le plus thérapeutique pour moi, c'est quand j'ai écrit cette histoire-là, mais comme si c'était un personnage qui le vivait. Donc, c'était pas Mélissa qui vivait l'histoire, mais c'était, je pense que mon personnage s'appelait Léa. Puis c'était vraiment inspiré de cette relation-là. Puis ça m'a vraiment, vraiment permis, c'est niaiseux, mais ça m'a permis de voir clair puis de voir à quel point c'était problématique. Puis je voyais à quel point ça avait un impact sur Léa, le personnage. Donc, par défaut, ça avait de l'impact sur moi, cette relation toxique-là. Donc, j'en ai jamais parlé du fait que j'avais fait ça au secondaire, mais ça fait quand même partie des moments marquants de mon parcours d'écriture de fiction. Parce que là, à ce moment-là, je pense qu'on peut appeler ça de l'autofiction. Je connaissais pas, je savais pas c'était quoi de l'autofiction. Je savais même pas c'était quoi le but d'écrire cette histoire-là. Je savais juste que
ça bouillait en dedans de moi. Puis ça, c'est un feeling que je vis souvent. Je pense que si vous êtes créatif, je crois que c'est un feeling qui est assez commun parce que j'en ai déjà parlé à mon amie Fanny, qui est designer de mode, donc très, très créative. Puis elle me disait qu'elle comprenait le feeling, le besoin urgent de créer. Puis des fois, on sait même pas qu'est-ce qu'on a le goût de créer, mais ça bouille. Puis physiquement, on ressent des genres de symptômes qui sont très, très difficiles à expliquer. Mais je pense que c'est quand même assez universel pour les créatifs. Ou en tout cas, c'est universel selon mon sondage auprès de mon amie Fanny. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le parcours, mettons, enfance-adolescence. Ensuite, cégep, ben, je vous surprendrai pas en vous disant que mon cours préféré, moi, dans le fond, j'ai étudié en arts et lettres. Mon cours préféré a été création littéraire. C'est le moment où j'ai écrit une histoire qui m'habitait énormément. Ça faisait comme 2 ans et demi que je venais de perdre mon grand-père. Puis, je sais pas pourquoi, mais au moment où j'ai perdu mon grand-père, j'ai lu des livres, puis des romans là, qui parlaient de deuil. Puis c'était vraiment un addon. Là. C'est pas parce que j'avais perdu mon grand-père que je voulais lire sur le deuil. Mais c'est arrivé comme ça. Puis ces livres-là, ben, m'ont beaucoup outillée comme personne, puis m'ont beaucoup inspirée à écrire la nouvelle que j'ai écrite dans le cadre de mon cours de création littéraire. J'ai écrit plus qu'un truc, là, mais il y a vraiment une nouvelle qui me revient en tête vraiment beaucoup. Puis à ce moment-là, j'écrivais plus de temps pour le plaisir, tu sais. Je pense que c'est un phénomène chez beaucoup d'étudiants au cégep et à l'université. Ceux qui avaient tendance à lire beaucoup par le passé, on a tellement de lectures obligatoires puis de lectures théoriques à faire qu'on dirait qu'on met cette passion-là de côté. Puis c'est un peu la même chose avec l'écriture. On a tellement de dissertations à faire, de travaux. Donc, écrire de la fiction pour le plaisir, c'était plus vraiment quelque chose que je faisais, mais là, de le faire dans le cadre de mon cours de création littéraire, moi, ça l'a vraiment, vraiment rallumé la petite flamme qui s'était, je dirais pas éteinte, mais qui était un peu endormie dernièrement parce que tout ce que j'écrivais, c'était toujours dans une optique de le faire pour l'école. Donc, écrire un scénario pour un court-métrage qu'on allait tourner. Bref, il y avait tout le temps comme une raison. Puis, même si cette nouvelle-là en particulier dont je vous parle, c'était dans le cadre d'un cours, on dirait qu'on était tellement libre, il y avait tellement aucune contrainte, puis je pouvais mettre enfin sur papier une histoire qui m'habitait, que ça m'a donné vraiment envie de poursuivre. Puis à ce moment-là, je me disais, ben c'est peut-être ça mon truc à moi, peut-être que c'est d'écrire des nouvelles, parce que là, je me suis ramenée à plus tôt dans ma vie, je me suis ramenée au primaire où j'écrivais des histoires plutôt courtes. Après ça, je me suis ramenée au secondaire, je vous parlais de mon cartable rouge, où j'écrivais des petites histoires ici et là. Donc là, au cégep, en fait, c'est là que j'ai comme réalisé que les nouvelles existaient, puis que je venais d'en écrire une pour un cours, et que là, c'était peut-être ça mon truc. Je vous vole le scoop tout de suite. Finalement, c'est pas vraiment mon truc. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup, beaucoup exploré ça pour le plaisir. Puis ensuite est venue l'université et ça a vraiment pas rapport. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à l'université... je le sais un peu. Bref, je vous raconte, à l'université, j'ai découvert la littérature jeunesse. Évidemment, littérature jeunesse, roman pour adolescents, j'en ai lu toute mon adolescence, mais j'avais jamais réalisé que c'était ça nécessairement qui me parlait. Puis là, à l'université, tu sais, j'étais à début vingtaine, puis là, je me suis mis à lire des livres d'ados, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il y a tellement des beaux messages à passer là-dedans. Ça peut tellement avoir un impact sur les jeunes qui lisent. Je trouvais que c'était puissant comme outil pour s'adresser à une génération qui était plus jeune. Puis je trouvais que avec le recul d'un adulte, écrire ça, autant des fois on peut avoir l'impression que en tant qu'adulte, écrire pour les jeunes, il y a peut-être un petit décalage entre les générations, ce qui fait que le ton est pas le bon ou peu importe. Mais je voyais vraiment des auteurs incroyables bien le faire. Puis je me disais, OK, tu sais, l'expérience de l'adulte qui écrit de la fiction pour les jeunes, il y a quelque chose que je trouvais vraiment spécial puis vraiment précieux là-dedans. Donc, je me suis lancée dans l'écriture. Mon premier projet d'écriture vraiment sérieux, entre guillemets, parce que vous allez le comprendre, là, c'est pas un projet qui a vu le jour.
Mais j'ai commencé à écrire un roman jeunesse. Puis, à l'époque, c'était dans les débuts de mon entreprise La Mallette, qui, à ce moment-là, était un blog lifestyle. Puis, j'avais créé La Petite Mallette, qui était un blog lifestyle qui s'adressait aux ados. Et j'avais quand même un bon lectorat par rapport à ça. Tu sais, le blog a passé dans le magazine Cool. Il y avait vraiment un engouement de la part des ados envers La Petite Mallette. Donc, je m'étais créé une communauté d'ados. Et là, quand j'ai commencé à écrire le roman jeunesse, j'ai fait un appel à ces ados-là pour savoir si elles voulaient former une espèce de focus group. Je sais pas trop comment j'appelais ça à l'époque, mais je leur avais dit, je vais créer un groupe Facebook, puis dans ce groupe-là, je vais venir vous poser des questions pour être sûre que je suis vraiment pas une vieille qui essaye d'écrire pour les jeunes, puis que les thèmes que j'aborde, la façon que je les aborde, ça vous rejoint. Donc, j'ai créé un groupe Facebook de jeunes qui lisaient parfois des extraits de mon roman ou qui répondaient à mes questions. Des fois, je leur disais, OK, comment vous réagiriez dans telle situation? Ou c'est quoi l'expression que vous utilisez, vous, pour dire telle chose? On était en contact vraiment, vraiment régulièrement. J'avais appelé ça, ce groupe-là, mon armée de petites sœurs. C'était toutes des jeunes filles au secondaire qui étaient disponibles pour répondre à mes questions en tout temps. Puis ça a même créé une espèce de relation vraiment petite sœur, grande sœur, d'où mon armée de petites sœurs. Il y avait, je me souviens plus, il y avait combien de gens dans ce groupe-là, mais il y en avait beaucoup parce qu'il y avait un bon lectorat avec La Petite Mallette, puis un grand intérêt pour le projet que j'étais en train de créer. Donc ça a été le premier projet que j'ai vraiment fait, OK, ben là, ça, c'est pas une nouvelle, c'est pas juste une histoire que j'écris pour le plaisir, une petite histoire sur le side. J'avais vraiment, sincèrement, pour projet d'en faire un roman qui allait s'adresser aux ados. Mais la vie étant ce qu'elle est, l'université s'est terminée, j'ai commencé un emploi traditionnel d'adulte et le projet a pris le bord parce que j'avais plus le temps, parce que je voyais peut-être un peu moins l'intérêt, parce que j'ai déménagé de ville. Tu sais, quand j'ai commencé l'écriture, j'étais aux études, j'étais à Sherbrooke, j'étais toute seule. Ben, toute seule, tu sais, j'avais des amis, j'avais mon chum qui était avec moi. Mais tu sais, toute ma famille, puis les activités familiales et tout ça, c'était pas là. Puis là, quand je suis revenue vivre en région, près de ma famille, ben, les fins de semaine, j'ai passé plus à écrire, en fait. J'ai passé vraiment à faire des activités avec mes parents, avec ma sœur, avec la famille à mon chum, mes amis qui étaient encore ici. Donc, ça occupait beaucoup plus mon temps. Donc, c'est un projet qui n'a pas vu le jour finalement, mais que j'ai relu récemment, puis j'étais vraiment avancée dans ce projet-là. Je pense pas que c'est un projet que j'ai envie de reprendre, dans le sens où, tu sais, maintenant que j'aurais le temps de le faire, je pourrais décider de dire, OK, ben je poursuis là-dedans. Tu sais, c'est déjà un projet bien entamé. Je veux pas dire que je le ferai pas, parce qu'on sait jamais, mais c'est sûr que l'histoire me parle peut-être un peu moins, comme plus de 10 ans plus tard, là. Non, 10 ans. Exactement 10 ans, en fait, plus tard. Donc, ça me parle un peu moins, puis je pense que cette longue pause-là a un peu cassé la magie. Donc, c'est un projet qui est encore dans mon ordinateur, mais il dort là, puis c'est correct. Puis je l'ai relu, puis j'étais comme, je suis contente d'avoir écrit ce que j'ai écrit. Je trouve que, à la limite, ça aurait été un super bel exercice littéraire pour moi d'écrire ces premiers chapitres. Probablement la moitié du livre d'écrit. J'ai de la misère à évaluer, mais la moitié ou le 3/4 même du livre qui était écrit. Donc, je me dis, ça aurait été un bel exercice. Ça m'a permis de peaufiner ma plume. Ça m'a permis de travailler la mécanique d'une bonne histoire, même si je dis que intuitivement, c'est quelque chose que je porte en moi. Reste qu'il n'y a rien comme vraiment le faire sur un projet de plus grande envergure. Fait que, tu sais, je le sais que même si je m'en rends pas nécessairement compte, ça m'a beaucoup appris. Donc, c'est pas un projet qui est perdu. Puis d'ailleurs, vous allez voir, là, il y en a beaucoup dans ma vie, des projets. Je vais pas faire le tour des projets d'écriture que j'ai commencé. Je vais vraiment vous parler uniquement de ceux qui sont marquants. Mais des projets de romans, j'en ai commencé beaucoup. Puis, il y en a qui n'ont pas abouti parce qu'il n'y avait pas à aboutir, puis que peut-être que l'idée initiale, le concept va m'inspirer un jour pour en faire quelque chose, mais sinon, c'est juste pour moi de la pratique. C'est une façon de m'outiller, d'apprendre, d'explorer des choses aussi, parce que, tu sais, j'en ai essayé, là, après ça, d'écrire des trucs qui étaient comme très loin de mes histoires personnelles, qui étaient vraiment pas de l'autofiction. Donc,
ça m'a amené à faire des grosses recherches sur certains sujets. Il y a un projet de livre que j'avais commencé qui se passait dans le Grand Nord. Tu sais, moi, j'habite en Abitibi-Témiscamingue, mais c'est pas le Nord, là. Moi, je parlais vraiment du Nunavut, là. Donc, j'ai dû faire beaucoup de recherches par rapport à ça pour écrire le livre. Puis ça m'a vraiment amené à comprendre aussi que écrire, oui, c'est l'action d'écrire, mais c'est tout ce qui vient avec, c'est construire un univers. C'est un travail de recherche, d'interview des fois. Donc, bref, ces projets-là, moi, je les vois vraiment, vraiment, vraiment pas comme des projets perdus, là. Il n'y en a aucun que je me dis « Ah, mais quelle perte de temps! » Aucun. Aucun. Je suis très fière de ce parcours-là. Je vous dirais que le seul projet qui me fait un petit crac-crac dans le cœur, c'est mon projet de pandémie. Donc, bref, là, j'ai comme skippé de la fin de mon université à la pandémie. Vous comprendrez qu'entre-temps, il y en a eu plein des projets, soit de romans, de nouvelles, des petites histoires écrites ici et là sur le side. Il y en a eu des dizaines, là. Mais mon projet de pandémie, c'est un projet qui était vraiment cher pour moi à ce moment-là. C'était un projet d'écriture encore jeunesse, mais tu sais, vraiment comme jeune adulte plus, puis qui m'a amené à faire énormément de recherches, mais énormément de recherches par rapport à ma propre transition d'ado à adulte. J'allais fouiller dans des conversations Messenger, des courriels envoyés à des amis. J'ai des vieux albums avec des lettres que j'échangeais avec mes amis en classe, comme en secondaire 5. Bref, j'ai fouillé là, tellement fort dans mes archives personnelles pour vraiment construire, un personnage, puis deux, une histoire qui allait vraiment bien relater cette période de vie-là. C'est un concept aussi que je trouvais super intéressant. C'était pas une histoire déjà vue racontée autrement. C'était complètement une histoire jamais vue. Évidemment, inspirée probablement de trucs déjà vus, mais tu sais, c'était des jeunes qui faisaient partie d'une troupe de théâtre en secondaire 5, puis que l'école avait créé un projet pilote pour que, dans le fond, solidifier les liens de la troupe. Et ce projet pilote-là, c'est qu'ils habitaient dans un grand loft, un grand appartement, toute la gang, toute la troupe de théâtre ensemble, en secondaire 5. Donc, c'était ça la prémisse de l'histoire. C'était beaucoup inspiré de ma propre expérience de théâtre en secondaire 5 parce qu'une de mes très bonnes amies avait écrit une pièce de théâtre, puis elle avait créé toute la troupe. On a joué ensemble. On était vraiment une très belle gang. Donc, c'était vraiment, vraiment inspiré de ça, mais vraiment amené à un autre niveau. Puis là où ça m'a fait mal dans le cœur, c'est que j'ai vécu une seule embûche qui m'a fait tellement douter fort de moi, de mon talent, de ma façon de penser une histoire, que j'ai tout abandonné. Puis c'est vraiment un détail, là, je peux vous le dire, là, c'est que dans l'histoire, il y avait une grosse situation qui se passait à la fin du mois d'octobre, puis fin du mois d'octobre, généralement, du moins dans ma réalité en moi, en Abitibi, c'est pas rare qu'il y a de la neige ici. Puis dans mon histoire, je peux pas croire que je vous dis ça, c'est tellement con, mais dans mon histoire, les jeunes se sauvaient de cette situation-là en scooter. Chose qui est comme pas full possible à la fin octobre. Mais comme je vous dis, c'est un détail, sauf que là, j'étais comme « Oh non, là, c'est tellement un élément qui est important dans mon histoire, c'est important les scooters, mais c'est aussi important que ça se passe là, dans l'année scolaire de ces étudiants-là, que j'ai fait « OK, je vais revenir écrire ce passage-là éventuellement, puis j'y suis jamais revenue parce que, je sais pas, c'est tellement niaiseux. Le nommer à voix haute, je trouve que genre, moi, écouter quelqu'un qui me raconte cette histoire-là, je ferais comme, puis t'as abandonné pour ça. Ça n'a aucun sens, mais je pense, maintenant, avec quelques années de recul, que c'était juste vraiment pas vraiment pas, mais c'était pas tout à fait le projet pour moi. Puis qu'à ce moment-là, si je me suis laissée décourager par un détail comme ça, c'est parce qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'empêchait de le poursuivre. J'arrive pas à mettre le doigt sur c'est quoi le quelque chose de plus grand, mais j'ose croire que c'est tout simplement d'autres projets.
Donc, voilà, ça, c'est mon projet de pandémie qui avait quand même bien avancé, mais qui est mort dans l'œuf assez rapidement. Puis, par la suite, encore des histoires. Puis, il faut savoir que tout ce temps-là, de la fin de mon université à l'été dernier, j'avais une histoire en tête, mais j'ai jamais réalisé que ça pouvait être un roman. J'ai jamais réalisé que je pouvais écrire cette histoire-là. Je sais, c'est complètement niaiseux. Je fais ça à tous les jours quasiment d'écrire des histoires. C'est une passion que j'ai. Puis j'avais jamais réalisé que l'histoire qui était dans ma tête pouvait faire un roman. Fait que j'ai continué d'essayer plein de petites choses ici et là, mais on dirait que je trouvais jamais comme l'histoire qui faisait que j'étais emballée plus qu'au-delà des premiers chapitres, parce que ça a souvent été ça. Les premiers chapitres, je suis emballée, j'écris, je suis inspirée. Et là, à un moment donné, j'arrive à un stade où, je me sens plus pas en tout connectée avec cette histoire-là et je tire la plug. C'est arrivé tellement souvent. Tu sais, quand je vous dis que j'ai commencé plein de projets de romans, là, c'est que j'en ai commencé plein, mais c'est surtout que je les ai, comment je dirais ça, je les ai beaucoup avancés. Là, c'est pas comme j'ai écrit un chapitre puis j'ai abandonné. Il y en a, mais j'en ai une bonne 10-15 que j'ai écrit là, plusieurs milliers de mots puis que finalement, on passe à autre chose. Donc, bref, ça, c'est un peu l'historique, l'histoire très, très rapide, là, mais évidemment, je pourrais en parler tellement plus. Je pourrais vous parler de certains projets spécifiques, mais là, j'ai envie de vous parler du projet sur lequel je me suis arrêtée l'été passé, puis le déclic que j'ai eu par rapport à ce projet-là, parce que là, je vais vous avouer qu'après le projet de pandémie dont je vous ai parlé, qui est mort dans l'œuf pour une niaiserie, j'ai beaucoup, beaucoup perdu confiance en moi, en ma capacité à mener ce genre de projet-là à terme, dans le sens où dans la vie en général, j'ai pas de problème à mener des projets à terme, c'est ça ma vie, j'ai une business. Mais un projet de fiction, j'ai réalisé que j'étais jamais capable de les mener à terme, fait que je me suis mis à douter beaucoup de moi. Puis là, tu sais, je voyais que j'allais jamais au-delà de quelques chapitres. Fait que je me disais, crime, je suis pas capable d'aller plus loin. Il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas. Et là, l'été passé, j'ai dit, OK, l'histoire qui trotte dans ma tête depuis une dizaine d'années, 9 ans, mettons, là, je vais l'écrire. Et là, j'ai fait un plan. Parce que je me suis dit, OK, souvent, je savais ce que je voulais, parce que ce que j'entendais de la part de beaucoup d'auteurs, c'est qu'ils savaient comment leur histoire allait commencer. Ils savaient comment ça allait finir, mais ils ne savaient pas ce qui allait se passer entre les deux. Et ça a toujours été ma technique. Je savais comment ça commençait, je savais comment ça finissait, puis le milieu était bien flou. Mais là, pour cette histoire-là, je me suis dit, hey, cette histoire-là m'habite tellement, je la connais déjà un peu par cœur dans ma tête parce que je me la raconte souvent, même de façon inconsciente des fois, que je pense que je suis capable de peut-être me faire un plan, puis ça va m'aider à savoir quoi écrire, dans quel ordre, comment structurer mes idées. Donc, j'ai fait ce plan-là. J'ai commencé l'écriture et j'ai abandonné. Mais j'ai pas abandonné le projet en tant que tel. C'est que j'ai réalisé que cette histoire-là était trop simple. Elle manquait de substance. Puis, il y avait une autre histoire qui m'habitait beaucoup en parallèle. Et là, j'ai fait « Ah, mais dans le fond, ces deux histoires-là sont la même histoire. » Donc là, j'ai refait un plan. Et là, cette fois-ci, c'était un plan ultra détaillé. Comme, pour vrai, je pense que, je veux pas dire que les auteurs ne font majoritairement pas de plans, mais je sais, pour en avoir écouté plusieurs, qu'il y en a beaucoup qui font des plans très sommaires, il y en a qui font pas de plans du tout. Fait que, je pense que c'était une espèce rare, mais c'était un plan très, très détaillé. Je pense que c'est Mathieu Simard qui disait qu'il faisait des plans très détaillés. C'est lui? Bref, je sais qu'il y a un auteur qui parlait qui faisait des plans très, très détaillés. Ah non, c'est Éric Chacour. Bref, peu importe. Il y a un auteur qui fait des plans très détaillés et je pense que je suis dans cette team-là, moi aussi, parce que là, je savais, chapitre par chapitre, qu'est-ce qui allait se passer, puis comment chaque chapitre allait amener au suivant. Là, j'ai décidé, chose que j'avais jamais pensé avant, mais de faire un roman à 2 voix, donc d'avoir 2 narrateurs, finalement. Là, j'ai comme fait, OK, il faut que je tricote ça pour alterner entre les deux, puis je réalisais que
ça faisait tellement de sens, c'était tellement facile de bâtir ce plan-là que je me suis dit, OK, bingo. Là, j'ai la petite étincelle que je vous parlais, que j'ai d'habitude en début de projet. C'était plus la même. C'était plus genre l'excitation de commencer un projet. C'est l'excitation de voir le projet dans son ensemble parce que je savais le début, la fin, mais tout le milieu. Puis ça, là, vous le voyez, là, je m'emballe déjà en parlant. C'est ça qui m'allume, moi. J'ai besoin de savoir ça. Puis après ça, ben là, le fun commence parce que là, la portion, tu sais, ça, c'est une première phase créative, mais là, il y a comme la deuxième phase créative qui est comme, OK, là, tu sais ce que tu veux écrire. Tu sais exactement ce qui va se passer. Faut que tu rendes ça le fun. Faut que tu rendes ça intéressant. Faut que tu rendes ça, tu sais, faut que ça soit bien écrit. Faut que ça soit, tout ça, c'est fun. C'est vraiment le fun. Surtout quand on sait où on s'en va, du moins pour ma part. Puis, c'est drôle parce que ce projet-là, il est arrivé pas mal au même moment où j'ai commencé le programme The Artist Way, dont je vous ai parlé dans mes 2 premiers épisodes. Je ne sais plus lequel. Je pense que c'est plus dans le 2e épisode de la récré. Je vous ai parlé que j'avais commencé ce programme de 12 semaines-là, fin de l'été, début de l'automne passé. Puis, on dirait que d'avoir commencé ça, ça m'a permis de travailler sur mon projet parce que là, j'ai compris à quel point j'avais besoin de ce côté-là très, très créatif dans ma vie. J'ai compris que j'étais une artiste d'une certaine façon. J'ai compris aussi que, en fait, c'est que dans le programme, à chaque semaine, on doit prévoir ce qu'on appelle un rendez-vous avec l'artiste. Donc, une date avec nous-mêmes pour s'inspirer, pour créer. Puis moi, il y a plusieurs de ces dates-là avec l'artiste, avec moi-même, donc, qui ont été consacrées à l'écriture du roman. Donc, c'est ce qui m'a permis de commencer tranquillement. J'ai vraiment commencé tranquillement parce qu'on dirait que j'avais pas l'urgence d'écrire. J'avais comme le feu brûlait, mais j'avais pas cette urgence-là parce que j'avais pas à me soucier de j'ai une idée pour la suite. La suite, là, je la savais déjà, était déjà dans mon plan. Donc, ça a commencé lentement. Là, l'automne 2024, j'ai écrit ici et là. J'avais pas vraiment mais pas que j'avais pas de structure, mais j'avais pas d'horaire d'écriture. Je me fixais pas d'objectif en termes de nombre de mots, en termes de routine d'écriture. C'était vraiment très, très go with the flow, mais ça avançait. Puis là, début 2025, je me suis dit, je veux tellement que ça avance, ce projet-là. J'ai envie de le mener à terme. Puis là, je commence à ressentir ce besoin-là de le mener à terme. Pas rapidement, dans le sens que l'idée, c'est pas de faire une course contre moi-même ou contre qui que ce soit, là, mais là, j'étais comme, OK, faut vraiment que ça avance plus rapidement pour que je garde cet élan de motivation-là, cet élan d'inspiration. Donc, depuis le début de 2025, j'ai écrit énormément. Mais une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que pendant le temps des fêtes, je me suis inscrite au programme d'écriture de La Bonne Mine, qui est un programme qui se déroule sur environ 2 mois, qui est donné par La Bonne Mine, avec les collaboratrices. Donc, La Bonne Mine, c'est Joanie Roberge, que je vais d'ailleurs recevoir prochainement sur le podcast, mais avec différentes collaboratrices. Nous, on a eu la chance d'avoir avec nous dans les ateliers Marianne Brisebois, que j'ai déjà reçue sur mon podcast Une fille en business, qui a écrit Sauf que Sam est mort, Balcon, Quelques solitudes, Tant que ce sera l'été. Bref, elle a plusieurs romans à son actif. Puis, pour moi, j'étais tellement contente qu'elle soit collaboratrice sur les ateliers de La Bonne Mine parce que je me suis dit, OK, ce que j'écris, en termes de style littéraire, en termes de style d'écriture, c'est très différent de Marianne. J'ai pas du tout sa plume, mais en termes de genre littéraire, ça peut quand même se rejoindre. Donc, j'étais très, très, très contente de savoir que c'était elle qui allait être là avec nous dans les ateliers. Puis, au moment où j'enregistre, le programme est vraiment presque terminé. Il me reste comme un devoir à remettre, puis une session de questions-réponses. Au moment où vous allez l'écouter, je crois, oui, ça va déjà être terminé. Fait que là, je vais pouvoir dire que ces 2 mois-là sont derrière moi, mais ça aura été 2 mois tellement riches, tellement enrichissants aussi, parce que ça m'a fait prendre conscience de tellement de choses dans la mécanique
d'une bonne histoire, dans la mécanique de l'écriture, dans... C'est très difficile à expliquer, mais ça m'a beaucoup inspirée parce que des fois, premièrement, dans le programme, on était beaucoup, là, genre une 50aine de gens qui ont pour projet d'écrire un livre. Il y en a qui étaient au tout début. Il y en a qui avaient déjà fini d'écrire leur premier jet. Moi, je me situais comme un peu à mi-chemin entre tout ce beau monde-là. Donc, d'avoir le feedback des autres, d'entendre leurs questions, d'entendre leurs idées, leurs projets, puis de voir où qu'ils rushaient, c'est quoi les outils qu'ils avaient besoin, d'avoir toutes les connaissances de Joanie, de Marianne. Pour moi, c'est un investissement qui en a valu vraiment, vraiment la peine. Puis je vous dis ça avec mon cœur, en toute sincérité, dans le sens où si vous me suivez aussi sur les médias sociaux, je le sais que j'en ai parlé beaucoup de la bonne mine, mais tu sais, je suis pas affiliée, j'ai pas été rémunérée pour vous en parler. C'est vraiment de bon cœur que je l'ai fait parce que je réalise que non seulement ça m'a vraiment, vraiment outillée, même si j'ai commencé le podcast en vous disant « Je suis une grande lectrice, je comprends la mécanique d'une histoire, c'est assez intuitif pour moi. » Oui, mais il y a des subtilités, puis il y a des choses aussi que, tu sais, je vous disais, je suis capable de savoir, OK, ça, c'est l'élément déclencheur, ça, c'est une péripétie, ça, c'est bon, ça, c'est moins fort. Ça, je le vois beaucoup quand je lis. Mais tu sais, quand on écrit, ça, c'est d'autres choses. Fait que là, d'avoir toutes ces informations-là, ces connaissances-là de Joanie puis de Marianne, ça m'a amené à me questionner sur mon projet, puis à voir des faiblesses que mon projet avait, puis de voir c'était quoi les solutions pour améliorer ces faiblesses-là, chose que j'aurais pas eu sans la bonne mine. Fait que ça, c'est comme le premier volet, le volet très éducatif, évidemment. C'est un programme d'écriture, c'est des ateliers, donc ça se veut éducatif. Mais en parallèle, le fait de m'être inscrite à un programme d'écriture, ça m'a comme obligée à m'investir dans le projet. Parce que on avait des ateliers à peu près toutes les 2 semaines. On avait certains devoirs à faire. Moi, j'ai rencontré des gens dans ce programme d'écriture-là avec qui on se tenait au courant de nos projets. Fait que ça. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, quand on fait un investissement financier, on va chercher davantage à le rentabiliser. Donc, quand on s'inscrit à une plateforme d'entraînement versus écouter des entraînements gratuits sur YouTube, il y a plein d'avantages à faire ça, mais le fait d'avoir payé pour faire en sorte qu'on va être beaucoup plus porté à bouger. Suivre des formations quand on est entrepreneur, quand on paye un bon montant, on va vouloir la suivre. Si c'est une formation gratuite, ça se peut qu'on la suive pas. Bref, c'est prouvé, c'est comme ça dans tout. Et je pense que par rapport au programme d'écriture, ça a été ça. Ça m'a forcé à travailler sur mon projet et c'est ce qui fait que, encore une fois, au moment où j'enregistre, je suis peut-être pas au même stade qu'au moment où vous l'écoutez parce que tout déboule vraiment vite, là. Dans le fond, j'enregistre 1 semaine et demie avant la publication de l'épisode. Puis j'ai presque terminé le premier jet. Je vous dis ça et j'ai des frissons sur les bras. C'est particulier parce que je vous disais que j'avais un peu perdu confiance après mon projet de pandémie. Je pensais que je n'étais pas capable de mener ce type de projet-là à terme. Puis là, c'est une question de jours là, avant d'avoir terminé. Fait que je sais que je vais le faire. Puis au moment où vous l'écoutez, c'est probablement fait. Fait que ça me rend bien fière, bien émotive aussi parce que ça me prouve que je suis capable de le faire. Ça me prouve que écrire de la fiction, ça fait partie de moi. C'est une voie que j'ai envie d'explorer. Puis que la raison pour laquelle les projets précédents n'ont pas vu le jour, c'est pas parce que je suis pas capable de le faire. C'est pas parce que j'ai pas les connaissances. C'est pas parce que j'ai pas les outils. C'est pas parce que j'ai pas le talent. C'est juste que probablement que c'était pas les bons projets au bon moment. Peut-être parce que c'est des projets qui étaient un peu faibles, donc qui faisaient en sorte que je manquais de jeu en cours de route, puis que inconsciemment, ça me décourageait. Bref, il y a plein de raisons pour lesquelles ces projets-là n'ont pas vu le jour, mais maintenant, je le sais que c'est pas parce que je suis pas capable, puis ça, c'est très, très, très gratifiant de faire ce constat-là, je vous dirais. Puis là, je vois le projet qui aboutit, puis ça me rend
Ça me rend bien contente. Ça me rend bien contente parce que je trouve que c'est une bonne histoire. Je trouve que les personnages sont attachants malgré leurs défis, malgré leurs défauts. Chose que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à faire. Puis ça me vient 100% de La Bonne Mine, qui nous a enseigné à avoir des personnages qui sont complets, qui ont, oui, des qualités, mais qui ont des faiblesses, qui ont des défauts. Moi, j'avais tendance à avoir des personnages principaux qui étaient très lisses, qui étaient très parfaits. Puis j'ai réalisé que ça fait pas des personnages attachants, ça fait pas des personnages puissants. Ça manque de quelque chose. Puis là, maintenant, ben, je les aime, mes personnages, Mila et Jérôme, qui sont les deux narrateurs, les deux personnages principaux. J'ai comme envie qu'ils soient mes amis. Là. Je les aime sans bon sens. Je sais que ça peut avoir l'air un peu fou pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'écriture de fiction de dire « OK, elle tripe sur des personnages », mais je suis contente de comment je les ai construits. Puis là, ben, la prochaine étape pour moi, comme je vous dis au moment où je vous parle, c'est de finir le premier jet, mais il me reste vraiment pas beaucoup de mots à écrire. Puis après ça, prochaine étape, c'est de venir retravailler le tout parce que, ben, comme je vous dis, avec le programme de La Bonne Mine, il y a eu beaucoup d'idées qui ont surgi, que j'ai prises en note, mais que j'ai pas nécessairement développées parce que ça nécessitait que je retourne en arrière dans mon travail. Puis je trouvais que c'était plus fluide pour moi d'écrire vraiment dans la ligne du temps prévu de mon roman, étant donné que j'avais un plan qui était très clair. Donc, d'écrire sur cette ligne du temps-là, puis en réécriture, donc ce que je m'apprête à faire, là, je vais venir ajouter certains éléments, certaines idées qui se sont ajoutées en cours de route. Donc, il y a des chapitres complets qui vont être ajoutés. Là, le travail est vraiment pas fini, vraiment, vraiment pas. Pas parce que j'ai presque terminé le premier jet que je peux faire comme « OK, le gros de la job, il est fait ». Je suis même pas sûre que le gros de la job, il est fait, mais il y a une bonne partie, une partie où je m'étais jamais rendue avant. Ça, c'est quand même très cool. Puis, ben, j'ose espérer qu'après ça, une maison d'édition va accepter de publier cette belle histoire-là que je porte tellement dans mon cœur. Puis, c'est fou parce qu'elle m'habite, je rêve à ça la nuit, je pense à ça le jour. C'est vraiment rendu très près de moi. Donc, j'aimerais vraiment ça, que vous puissiez l'avoir entre les mains, ce livre-là, puis que vous puissiez lire cette histoire-là. Donc, il y a encore énormément de travail à faire, mais éventuellement, l'une des étapes, ce sera de l'envoyer à des maisons d'édition. Puis ça, ben, ça me stresse, mais je trouve ça bien excitant parce que je me dis que ben, les noms vont me permettre de peaufiner mon travail peut-être, de remettre certains trucs en question. Puis les oui, ben, vont signifier qu'on va de l'avant puis que ça va se faire. Fait que ça, je suis comme bien emballée. Puis je sais que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile, que c'est un milieu qui est quand même restreint, que beaucoup, beaucoup de manuscrits sont envoyés en maison d'édition et il y en a très peu qui sont publiés. Mais j'aime croire que le mien le sera. Donc, voilà, c'était mon histoire de vie par rapport à l'écriture de fiction. Pour vrai, cet épisode-là est très... c'est littéralement une autobiographie de mon rapport à l'écriture, mais je pense que ça peut être intéressant d'écouter ça. Puis peut-être qu'éventuellement, vous allez avoir mon livre entre les mains et vous saurez le processus qu'il y a eu derrière ça. Je trouve que c'est intéressant aussi parce que moi, j'adore connaître les parcours puis les processus créatifs des auteurs. Tu sais, c'est pas pour rien que je reçois beaucoup de gens du domaine de la littérature sur le podcast. C'est parce que c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve ça inspirant. Puis, comme je vous dis, ben pour moi, avoir du fun, pas se prendre au sérieux, ça passe beaucoup par le canal de la créativité. Puis pour moi, la créativité, je pense que la plus grande façon que ça se manifeste dans ma vie à moi, c'est par l'écriture, de toutes sortes de façons, mais là, beaucoup l'écriture de fiction. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté parler en solo pendant presque 45 minutes. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui sera une discussion et je vous laisserai découvrir l'invité à ce moment-là.